Alors maintenant, nous allons passer donc au grand 3 sur votre plan, les indicateurs d'analyse de l'assortiment. On a vu quelle était l'importance de l'assortiment, qu'est-ce que c'était qu'un assortiment, ses objectifs, ses contraintes. On a vu comment on construit un assortiment, et maintenant on va voir qu'il y a des indicateurs qui permettent d'analyser cet assortiment. Alors les TSA et TSR sont des indicateurs qui permettent de mesurer le choix qui est offert au consommateur par un point de vente par rapport à la nature de son assortiment. Le TSA, ça veut dire le taux de service absolu. C'est le nombre de références du point de vente sur le nombre de références du marché. Le TSR, c'est le taux de service relatif. Il se calcule, lui, en rapportant le volume des ventes au volume de la demande. Donc on va voir ainsi en termes d'analyse d'assortiment, en utilisant ces deux indicateurs, eh bien, si mon assortiment est adapté à ma clientèle. Alors une enseigne, par exemple, si elle a 6 marques de café sur 26 existantes, elle va avoir un TSA de 6 sur 24 de 25%, de façon absolue. De façon relative, c'est en fonction de la demande. Ces 6 marques, elles correspondent à 40% de la demande, eh bien elle va avoir tout simplement un taux de service relatif de 40%. Vous voyez, elle a choisi 6 marques de café, mais si 6 marques de café de valeur absolue, c'est que 25%, mais en relatif, ils représentent beaucoup plus, ils représentent 40% de la demande. Donc c'était intéressant d'avoir plutôt cela. TSA et TSR. Alors les 20-80 et la méthode ABC, on l'a déjà vu. On l'a vu pour la segmentation de la clientèle, je vous rappelle. On a essayé de regarder quels étaient les 20% de mes clients qui représentaient 80% de mon chiffre d'affaires, vous avez vu. On a essayé aussi de segmenter la clientèle entre les clients qu'on était en train de perdre, les clients qui commençaient à être de moins en moins fidèles, et puis les clients qui étaient fidèles. Donc maintenant, on va regarder un petit peu sur l'offre. Donc vous savez que c'est le principe ou loi de Pareto, c'est encore la loi des 20-80. 80% des effets sont produits de 20% des causes. C'est ça la méthode des 20-80. 80% des effets sont dus à 20% des causes. Alors, la classe A, ici quand on est sur une classe ABC, elle doit être suivie avec un maximum d'attention et de rigueur, car c'est elle souvent qui fait vivre l'UC, que ce soit des produits des clients. La gamme B, elle doit être suivie avec préoccupation parce qu'elle représente les produits stars, en phase de maturité ou en phase de déclin. Ou si on parle de clients, les clients volatiles qui ne sont pas encore assez fidélisés. Ceux-là, ils sont très fidélisés. Et en termes de produits, c'est ceux qui font vivre l'UC. Ce sont des produits à la fois vendeurs et rentables. Ici, c'est des produits qui sont en phase de maturité, mais qui commencent à être en phase de déclin. Et en termes de clients, c'est des clients qui ne sont pas encore assez fidélisés. Et puis, la classe C, ce sont des clients qu'il faut suivre de très près, parce que cela représente des produits qui sont en phase de déclin ou tout simplement aussi des clients qui sont en perte de vitesse. Alors, l'analyse ABC, c'est une méthode de classification qui découle du principe de Pareto et elle est aussi fréquemment utilisée donc, dans l'offre et dans le domaine de l'analyse des stocks. Alors ici, on retrouve un chiffre d'affaires, vous voyez, avec 3 grandes classes. Alors si on parle de méthode de concentration des ventes, vous voyez ici 65% des ventes sont représentées par 10% des produits, 25% des ventes par 25% des produits et 10% des ventes par 65% des produits. Donc vous voyez cette classe extrêmement importante qui fait vivre l'UC. Cette classe de produits, certainement il y a des choses à travailler, soit pour les faire passer dans des produits qui deviennent des produits très importants pour l'UC, ou c'est peut-être des produits en perte de vitesse. Et puis ici, il faut vraiment se poser des questions. Quels sont tous ces produits qui ne représentent que 10% des ventes? Sans doute des produits à déréférencer. Alors, la valeur du stock, si on reprend la même méthode ABC avec la valeur du stock, vous voyez, ici 80% de la valeur du stock représente 20% des articles, 15% de la valeur du stock représente 30% des articles, 5% de la valeur du stock représente 50% des articles. Vous voyez, pareil, 3 classes pour lesquelles on va avoir une attention différente
particulière mais différente. Vous voyez, là on retrouve un 20-80 et puis ici un 15, hein, ce qui va nous manquer 15 et 5, 30 et 50. Voilà, donc vous comprenez bien que ces 20 articles, s'ils représentent 80% de la valeur du stock, c'est des articles qui ont intérêt à tourner, hein. Sinon je vais engorger mes réserves. Alors, le calcul des rotations, donc des petits mots dessus, ça vous allez beaucoup le faire en sciences de gestion. Le coefficient de rotation des stocks, ça détermine le nombre de fois où le stock est complètement renouvelé pour réaliser un chiffre d'affaires donné pour une période donnée. Voilà. Donc combien de fois le stock est entièrement renouvelé? Et souvent dans vos magasins, on parle comme ça, on dit mon stock, il tourne 3, 4, 5 fois dans le mois, ou 3, 4, 5 fois dans le trimestre. Donc on va calculer le stock moyen d'une période. Pour faire ça, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. On peut calculer un coefficient de rotation. Donc c'est les achats en quantité ou en valeur divisé par le stock moyen en quantité ou en valeur. Enfin, la durée de rotation des stocks ou la couverture de stock qui se mesure en jours. Combien il faut de jours pour renouveler le stock moyen? L'objectif, c'est bien sûr de baisser au maximum la durée de rotation des stocks, car garder des produits en stock, ça coûte très cher. Donc la durée de rotation, c'est une durée de la période sur un coefficient de rotation. Eh bien, généralement, 360 ou 30 jours, voilà, on va calculer à l'année ou au mois. Alors l'ensemble de ces, retenez, ces calculs de rotation des stocks, stock moyen de la période, calcul de coefficient de rotation, durée de rotation, ce que vous ferez en sciences de gestion et que vous devrez maîtriser. Alors, le taux de rupture, un autre taux concernant notre assortiment. On dit qu'un produit est en rupture lorsque le consommateur ne peut l'acheter et ne l'y trouvons pas, alors que ce produit est habituellement présent dans son linéaire. Les ruptures en linéaire représentent en moyenne 10% des références. C'est énorme, hein? Bien sûr, ça génère de l'insatisfaction du consommateur. Et le non-achat dans 70% des cas, si la rupture est fréquente. Donc on perd de plus en plus de clients. Alors c'est dû à quoi? Une mauvaise gestion des points de vente, à une mauvaise anticipation des besoins des consommateurs. Ça peut être aussi un problème de stockage en réserve, des problèmes de RH. Alors les solutions, c'est bien sûr une prise en conscience collective au niveau humain. Au niveau de la réserve, sans doute une réorganisation géographique, des nouvelles procédures organisationnelles. Vous aurez peut-être à travailler quelque chose sur ça dans votre PDUC. Regardez les enjeux ici. Donc ça date, c'est source MC1, mais je ne sais pas de quelle année. Par exemple, pour le fromage, si je suis en rupture, dans 76% des cas ici, eh bien, je prendrai un produit de substitution d'une autre marque, voire un autre produit de la même marque. On a quand même 18% qui n'achèteront pas. Par contre, pour le rasage, c'est très clair que si ma marque n'est pas là, et mon produit de ma marque n'est pas là, dans 58% des cas, je n'achèterai pas. La répétition des ruptures aggrave les conséquences. Regardez, on va aller chercher une substitution la première fois, la deuxième fois un petit peu moins, la troisième fois le non-achat est très important. Donc il y a un véritable enjeu au niveau des ruptures dans les magasins, dans les enseignes. Alors le PMO, PM2, maintenant ça y est, vous connaissez bien maintenant ce que c'est, on finira notre exercice dessus. Donc c'est le prix moyen de l'offre, prix moyen de la demande. Donc prix moyen de l'offre, c'est la somme des prix unitaires pratiqués sur une famille de produits divisé par le nombre de références. J'ai un prix moyen de l'offre. Le prix moyen de la demande, il est rapporté au chiffre d'affaires de ma famille de produits divisé par toutes les quantités qui ont été vendues. Alors il y a deux cas possibles, soit le prix moyen de l'offre est inférieur au prix moyen de la demande, le niveau de gamme est trop bas, ou le conditionnement, ça peut être aussi des conditionnements trop petits. Le prix moyen de l'offre est plus grand que le prix moyen de la demande, donc là c'est l'inverse, c'est les prix qui sont sans doute trop importants. Et si le prix moyen de l'offre est égal au prix moyen de la demande, l'assortiment est équilibré. En fait, on dit qu'à peu près, il faut que ce soit entre 5 et 10%.
pour ça qu'on vous dit ici quel serait l'intérêt de développer un prix moyen de l'offre supérieur de 5% au prix moyen de la demande. Ça permettrait de tirer par le haut les achats en termes de prix. Donc voilà, on essaye de se situer un petit peu dans cet ordre de valeur. On peut avoir un prix moyen de la demande, s'il y en a un prix moyen de la demande qui est très élevé, on peut augmenter en termes d'offres, hein, on peut avoir une gamme qui soit plus haut de gamme, disons. Si c'est l'inverse, il faut au contraire peut-être retravailler son assortiment pour avoir une offre qui soit plutôt moyenne ou bas de gamme. Voilà, donc on fera des exercices sur ça, PMO, PMD. Voilà, et bien nous avons terminé sur les indicateurs d'analyse de l'assortiment. Nous verrons maintenant le marché.